passer à toute autre chose. On va se rendre à Londres. La nuit dernière a une nouvelle fois été marquée par une actualité terroriste dramatique. Le bilan s'est alourdi. Une attaque à la voiture bélier suivie de coups de couteau perpétrés par 3 hommes qui ont été abattus par la police. Et outre ces 3 hommes, le bilan est de 7 morts et de dizaines de blessés. On va se rendre donc à Londres, je vous le disais, retrouver Stéphanie de Silgui. Vous êtes notre correspondante sur place. Qu'est-ce qu'on sait exactement des événements de cette nuit? Est-ce qu'il y a des éléments supplémentaires hormis le bilan que j'ai donné? Écoutez, pour l'instant, la police reste très prudente. Elle donne les informations au compte-gouttes sur son site internet ou sur les réseaux sociaux, car la police britannique a très peur qu'il y ait de nouvelles fuites, comme ce fut le cas pour Manchester la semaine dernière, où des informations très importantes de l'enquête se sont retrouvées dans les médias américains. Donc, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que les 3 assaillants ont été abattus, qu'ils portaient une fausse veste d'explosifs, et la police a confirmé il y a assez récemment qu'il n'y avait pas d'autres assaillants en fuite. Bonjour, vous allez bien? Oui, voilà. Autre petite question, évidemment, on a entendu que c'était une nouvelle fois l'Angleterre qui était frappée. Est-ce qu'il règne aujourd'hui un vrai sentiment de panique sur place? Oui, c'est-à-dire qu'il y a 3 attentats qui ont touché en moins de 3 mois le Royaume-Uni, Westminster, Manchester, puis hier soir Londres. Et puis il faut savoir que pour Westminster et le London Bridge, c'était le même modus operandi, une voiture bélier qui va heurter des piétons, puis un assaillant qui d'un coup de couteau va tuer des passants ou un policier dans le cas de Westminster. Alors je parlais tout à l'heure à un chauffeur de taxi qui était lui résigné. Il me dit de toute façon, depuis 2005, aucun attentat n'avait eu lieu sur notre territoire. Il fallait bien que ça arrive, mais ils veulent continuer à vivre. Ils ne veulent pas que la peur du terrorisme prenne le dessus. Un autre passant me disait business as usual, il faut que la vie continue. Et donc aujourd'hui d'ailleurs il fait beau et on revoit les cyclistes qui reprennent leur vélo et les Britanniques qui se remettent en terrasse pour siroter une bière. Ce sont ces 2 attentats, Manchester et puis Londres. Pourquoi la Grande-Bretagne finalement est-elle à ce point aujourd'hui frappée par les terroristes? C'est vrai que jusqu'à récemment, le Royaume-Uni avait été plutôt plus ou moins épargné depuis l'attaque de 2005 dans les transports en commun qui avait fait 56 morts. Et puis ensuite, la Grande-Bretagne vivait dans une menace permanente. En 2013, la police a annoncé avoir déjoué 18 tentatives d'attentats. Mais l'implication de la Grande-Bretagne dans des séries d'opérations militaires et diplomatiques en font une cible privilégiée. Et puis il ne faut pas l'oublier, le Royaume-Uni est un allié historique des États-Unis, donc là encore une cible privilégiée. En tout cas, même si le Royaume-Uni est un pays multiculturel, avec à sa tête, à la mairie de Londres, un maire musulman, il est toujours possible d'avoir des terroristes avec un passeport britannique. Et certains experts soulignent aussi que le Royaume-Uni a négligé l'impact des réfugiés syriens et libyens notamment, et que parmi eux, beaucoup se seraient radicalisés. Il y a quelques instants, Theresa May, sur le perron de Downing Street, a dit que ces dernières années, les comportements extrémistes avaient été trop tolérés. Enough is enough, a-t-elle dit. Maintenant, il faut que ça cesse. Merci beaucoup Stéphanie, je précise qu'on vous retrouve en direct de Londres dans l'édition spéciale que prépare la rédaction du journal télévisé. Ce sera donc à 13h. Merci à vous. Nous avons donc décidé de bousculer le programme de cette émission. Nous devions, c'est vrai, vous parler des prix des télécoms en Belgique. Il nous a semblé indispensable, journalistiquement parlant, de modifier ce programme un peu à la hâte, c'est vrai. Et nous remercions d'ores et déjà ceux qui ont accepté de venir au pied levé ce matin pour discuter de ces derniers faits dramatiques. Je vous présente nos invités. Georges Dalmagne, tout d'abord, député fédéral CDH. Gilles Vandenbuur, député fédéral écolo et membre de la commission terrorisme. Yvan Mayer, bourgmestre de Bruxelles. Didier Leroy, spécialiste du monde arabe. Et Justine Katz, journaliste à la RTBF. On vous dit vous aussi, spécialiste de ces questions liées au terrorisme depuis les dramatiques événements de Paris et de Bruxelles. Alors question Justine, je commence par vous. Est-ce qu'on s'y attendait ou est-ce que ça reste du domaine du totalement imprévisible? C'est les autorités londoniennes qui ont répondu ce matin en disant on s'attendait à une attaque de ce type-là, on était prêtes et d'ailleurs elles ont géré l'attaque en seulement 8 minutes. Il s'est écoulé 8 minutes entre le premier appel et le moment où les 3 assaillants ont été neutralisés. Donc non, c'était clairement pas une surprise. On reste dans un contexte de menace terroriste très élevé, un niveau 3 sur 4 en Belgique, un niveau 4 sur 5 en Grande-Bretagne et donc je pense que le climat reste celui de la terreur en ce moment. Les dernières infos, ce qu'on constate, c'est un modus operandi qui finalement fait un peu penser, on y viendra tout à l'heure, à des loups solitaires, une voiture, des coups de couteau. On en sait un peu plus sur les assaillants?
C'est ce qu'on appelle maintenant du terrorisme low cost. C'est donc cette méthode avec des moyens très légers finalement de faire beaucoup de victimes et de créer bien sûr la panique, une camionnette blanche et puis des couteaux de cuisine avec lesquels les auteurs ont poignardé au hasard des passants. On sait aussi qu'ils portaient de fausses ceintures d'explosifs. Ils les avaient exposées bien visibles, visiblement au-dessus de leurs vêtements pour faire peur à la foule une fois qu'ils allaient l'approcher. Également pour peut-être perturber le travail des forces de l'ordre qui allaient intervenir. Mais certains témoins décrivent des ceintures vraiment grossières. Donc on voit, il y a eu une réflexion, mais en même temps, ça peut être une attaque qui s'est décidée le soir même. Qui n'a pas besoin d'une grande coordination. Non, qui n'a pas besoin de grands moyens, pas de bombes sophistiquées, confectionnées comme ça avait été le cas à Manchester le 22 mai dernier. Et donc ici, on attend de savoir. Les identités des auteurs ne sont pas encore connues, mais c'est visiblement la priorité des enquêteurs britanniques. Est-ce que cela cessera un jour, se demande Pierre Kroll, et c'est évidemment la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Vous êtes très nombreux à nous suivre et à réagir via Facebook Live. Vous êtes très nombreux à nous suivre via ce canal. Nous sommes en direct pour évoquer donc les événements de Londres à l'occasion d'un débat spécial que nous avons voulu organiser rapidement sur ces faits. Question très simple maintenant, intéressons-nous à la question de Daesh. Il n'y a pas encore de revendication, je pense, très claire. Le modus operandi ne laisse pas vraiment planer le doute. Didier Leroy, Daesh recule sur le terrain militaire, mais semble toujours très actif sur le terrain du terrorisme. Low cost, comme vient de dire Justine, c'est l'avenir, c'est à ça qu'il faut s'attendre? Oui, manifestement, on sait que Daesh a perdu énormément de territoire en Irak et en Syrie. Il a donc adapté sa rhétorique, appelant ses partisans à frapper dans les sociétés d'établissement d'origine en fonction des moyens du bord. Donc, ce qui a donné lieu à des attaques sophistiquées comme celle de Manchester, mais aussi des attaques donc low cost comme celle-ci à Londres. On voit donc qu'il y a finalement beaucoup d'opportunisme, même si on parle d'acharnement sur la Grande-Bretagne pour l'instant. Il ne faut pas nécessairement y chercher de schéma récurrent. La menace terroriste reste largement aléatoire. Alors, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre? J'y reviens, parce qu'on a parlé de ce terrorisme low cost avec finalement des ceintures un peu factices, un peu bidons, et puis quand même encore de temps en temps la faculté de s'organiser, malgré ce qui se passe sur le terrain des opérations militaires, ce qui veut dire que Daesh a encore la possibilité d'organiser sur le sol européen des attentats tout de même encore un peu structurés, ou plus du tout? C'est très difficile à dire. Il y aura toujours des individus qui, au nom de Daesh, pourront très bien élaborer des attaques sophistiquées sur base d'études en chimie, de manipulation d'explosifs dans le cadre professionnel ou par d'autres paramètres. Ce qui est important de retenir, c'est que la cible ici d'un tel attentat est avant tout idéologique. La stratégie djihadiste a explicitement pour objectif de fragmenter, de cliver les sociétés occidentales. Donc lorsque l'on mène ce genre d'attaque de terreur, évidemment qu'on répand la peur. On va évidemment demander à l'État en question de se retirer de la coalition internationale qui frappe de Daesh. Mais ça, c'est une utopie, ça ne se passe jamais. Donc le véritable objectif est plutôt de continuer à créer des réactions passionnées et de cliver la société britannique qui s'est déjà montrée fragmentable dans le contexte du vote sur le Brexit, où l'argumentaire de la menace terroriste et du flot de réfugiés a été un argument de poids. Question maintenant évidemment, et on y vient, à ce qui se passe en Belgique, ce qui pourrait se passer en Belgique avec notre représentant politique, Écolo, CDH et PS. Le but de ce débat n'était absolument pas de créer une psychose, soyons très clairs, mais d'éclairer le plus sereinement possible sur ce qui est vrai et sur ce qui est totalement bidon. Est-ce qu'on a aujourd'hui, Yvan Mayer, je me tourne vers vous, des informations qui pourraient nous faire craindre, en Belgique et à Bruxelles en particulier, une attaque de ce genre-là? Donc nous sommes toujours en niveau 3 d'alerte, ce qui signifie que, bien entendu, beaucoup de renseignements circulent, beaucoup d'informations arrivent vers nos services d'information, services de renseignement, vers le centre de crise, vers l'OCAM. Mais l'OCAM n'a pas décidé d'augmenter le niveau d'alerte, donc nous restons à ce niveau-là. C'est en soi une bonne nouvelle. Effectivement, par ça, nous sommes évidemment systématiquement maintenant préparés à ce type d'événement. On vient de recevoir les chefs d'État dans le cadre du sommet de l'OTAN. Hier, ce type d'événement se préparait en une réunion.
Aujourd'hui, il y en a une seconde qui suit immédiatement, qui est « et quid s'il y a un attentat ?» Donc c'est vrai que c'est une préoccupation maintenant permanente de l'ensemble de nos services, quel que soit l'événement qui se produit, s'il y a une manifestation publique, s'il y a un sommet, s'il y a un événement sportif. Justine évoquait le très court laps de temps entre le premier appel et finalement le moment où les 3 terroristes sont abattus. Aujourd'hui, on serait capable de mener une même action aussi efficacement sur le sol belge, vous pensez ? En tout cas, en termes de secours, lors de l'attentat dans le métro Malbec, je pense que les services ont réagi très très rapidement et très efficacement. Donc on peut dire que nos services sont maintenant rodés en quelque sorte, c'est un peu dur à dire comme mot, mais sont préparés à intervenir. Ceci dit, on ne sait jamais où les choses se produisent, on ne sait pas comment elles vont se produire, d'autant que si on est avec une nouvelle forme de terrorisme, comme on dit low cost, c'est évidemment beaucoup plus difficile de s'y préparer. Mais je pense que nos services de secours, en tout cas, les services policiers, sont prêts à intervenir, j'espère, dans les mêmes délais que ceux qu'on vient de voir à Londres. On parle beaucoup d'échanges d'informations au niveau international. Ça aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué depuis ces dramatiques événements. Georges d'Allemagne, on ne va pas évoquer le rapport qui se prépare sur les attentats de Bruxelles. Il doit rester encore confidentiel, ce qu'on comprend et ce qu'on respecte. Mais néanmoins, est-ce qu'au niveau de cette commission, on évoque justement des renseignements qui existent entre les pays, qui circulent entre les pays et qui faisaient craindre que ça n'arrive en Angleterre avant que ça n'arrive n'importe où ailleurs ? Mais très clairement, je pense qu'il y a un avant et un après 22 mars 2016. On échange plus d'informations, on se concerte plus, on garde moins d'informations sous le coude. Je pense que c'était un des problèmes majeurs, c'est que certaines informations n'étaient pas suffisamment traitées, pas traitées à temps, pas traitées par les bonnes personnes. Cela dit, ce qui frappe aussi quand même par rapport à ces attentats coup sur coup en Angleterre, donc 3e attentat en 2 mois, c'est que nous avions tous le sentiment qu'en Grande-Bretagne, avec le MI5, le MI6, on avait là un dispositif de sécurité qui était une espèce de modèle du genre. On l'a fait venir dans notre commission d'enquête parlementaire pour leur demander comment ils opéraient. Donc ils nous ont donné toute une série de conseils sur la manière dont ils suivaient certains terroristes. Et donc ça frappe que même dans un pays qui est organisé, qui est équipé, qui a cette vigilance en matière de terrorisme, eh bien, ils ont été mis en échec. Et donc, il faudra tirer aussi les leçons, effectivement, de ces attentats. Il faudra vérifier pourquoi, comment, effectivement, ces auteurs ont pu passer entre les mailles du filet. Et je crois qu'il faut aussi, effectivement, considérer que nous ne sommes pas à l'abri. Le ministre de l'Intérieur lui-même a dit récemment que il y avait eu entre 6 et 8 tentatives préparatives d'attentats qui avaient été déjouées depuis 2016. Ça montre effectivement que la menace reste là. L'OCAM vient de sortir des chiffres qui sont inquiétants sur les prédicateurs de la haine, sur des loups solitaires en Belgique. Et donc cette menace, elle persiste de manière importante et il faudra continuer à améliorer nos dispositifs. Gilles Van den Burg, vous aussi, vous faites partie de cette commission terrorisme. Vous vous intéressez à ces questions. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que les informations circulent mieux et que, par exemple, dès demain, le monde politique belge va se mettre en cheville avec ses homologues britanniques, justement, pour peut-être encore mieux prévoir ce type d'événement ? Ouais, tout d'abord, je voulais exprimer mes pensées pour les victimes de l'horrible attaque d'hier. Ce sont de nouveau toutes des familles touchées, de nombreuses nationalités aussi, puisqu'on voit qu'il y a aussi quelque part une dimension internationale des touristes qui ont été touchés. Et donc je pense qu'on est tous touchés. Je pense que c'est aussi important et ça a été dit dans le reportage que vous avez montré, qu'à la fois on reste unis en termes de société, qu'on ne se divise pas entre nous, parce que je pense que là, c'est faire gagner quelque part Daesh. C'est vraiment leur objectif, c'est que nous-mêmes nous divisons. On parle de vaste entreprise de déstabilisation de l'Occident. Et continuer à vivre. Ça a aussi été dit je pense que ça, c'est fondamental. On sait qu'on est aussi dans une période qui va voir arriver des festivals, des événements extérieurs où les politiques, où les responsables publics, on sera là pour mettre en place des mesures de sécurité adéquates, mais il faut aussi pouvoir continuer à vivre. Je crois que c'est important, c'est un message important qui doit aussi être dit, je pense, aujourd'hui. Pour répondre concrètement à votre question et aux échanges qu'on a eus, moi, un défi que je vois, que nous voyons, parce que je pense qu'on est plusieurs dans la commission attentat notamment à l'avoir vu, ou l'avoir dit, c'est par rapport au fait qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui commettent ces attaques sont souvent des personnes qui sont radicalisées chez nous.
dans nos quartiers. Donc elles ne vont plus, je veux dire, en Syrie, en Irak, ce qu'on appelle les homegrown terrorist fighters en langage un peu technique. Mais ça veut dire que ces personnes se radicalisent ici, généralement sur Internet, généralement via des recruteurs, généralement aussi dans les prisons. On sait malheureusement que les... On est assez dur dans la recherche de ces gens pour les traquer, les débusquer et les empêcher En de tout venir. cas, une priorité, je pense, importante, et en tout cas au niveau des écologistes, pour nous, c'est vraiment une priorité aussi importante que les priorités sécuritaires, c'est pouvoir, en termes de prévention, mettre les mêmes moyens que les moyens qu'on met dans la sécurité, dans les réponses sécuritaires. Et donc aujourd'hui, sur le terrain, les associations, les soutenir, les aider pour justement pouvoir encadrer le maximum de jeunes qui aujourd'hui décrochent, qui aujourd'hui se sentent perdus et qui répondent à ces sirènes de haine de Daesh, mais qui n'ont jamais été dans ces pays, qui n'ont jamais été confrontés directement à ces groupes terroristes. On reçoit Ça, c'est pour nous énormément la de messages, priorité. puisque nous sommes en direct sur Facebook et que le principe de cette émission, c'est aussi de les relayer dès lors qu'ils apportent une plus-value au débat et qu'ils ne se limitent pas à des raisonnements simplistes ni injurieux. Il est temps d'agir et d'oser nous protéger, nous dit Greg. Nous ne devons pas arrêter de vivre, c'est ce que vous disiez, de nous amuser contre ces barbares, nous dit Cédric. Et puis il y a Patricia qui nous donne un chiffre. L'OCAM a détecté 80 prédicateurs de haine et 20 loups solitaires en Belgique. Justine, je me tourne vers vous. Ces chiffres sont exacts, on les a identifiés, localisés, on sait ce qu'on doit faire avec ces gens? Donc c'est vrai que c'est cette fameuse catégorie dont on parlait, les HTF, ces terroristes de l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus partir en Syrie, ils ne comptent pas y aller, ils se radicalisent ici et ils fomentent leurs projets terroristes au sein de la Belgique. Alors, ils sont 20 à avoir été identifiés, mais il faut imaginer que c'est très difficile de savoir qui sont ces personnes, vu que ça se passe à l'intérieur d'un salon, d'une maison, et que c'est très difficile de savoir, eh bien, telle ou telle personne compte passer à l'action, avec, on l'a dit, des moyens parfois très réduits et dans un temps parfois très court d'organisation. Mais c'est vrai qu'il y a une liste maintenant qui existe, une nouvelle catégorie avec 20 noms, et puis il y a cette catégorie aussi de prédicateurs de la haine qui compte 80 noms. Mais il ne faut pas oublier on sait qu'ils sont sur le territoire. Voilà, alors il y a des personnes qui sont suivies. Attention, dans les 80 noms, dans la catégorie des prédicateurs de haine, ça ne concerne pas seulement l'idéologie islamiste. Il y a aussi, par exemple, certains prédicateurs d'extrême droite qui sont repris dans cette liste. Donc c'est une catégorie qui est un peu différente, qui est plus large. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours le phénomène syrien. Et on l'a dit, Daesh perd du terrain en Syrie et en Irak. Et selon les tout derniers chiffres, on a quand même toujours 279 Belges qui sont présumés en Syrie. Bon, 115 seraient morts sur place, mais ça fait quand même une grande quantité de Belges qui sont toujours sur le terrain de guerre. Et de savoir, eh bien, est-ce qu'ils vont revenir et comment gérer ces retours, ça reste toujours une question importante. On est en train de débattre donc de politique préventive sur cette délicate question. Yvan Mayer, précisément, parmi ces chiffres, parmi ces personnes clairement identifiées, aujourd'hui concrètement sur le terrain, à la ville de Bruxelles ou ailleurs, on fait quoi précisément? Il y a une surveillance, c'est difficile, comme l'a dit Justine, de surveiller vraiment au cas par cas? C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux. Il y a ceux qui relèvent du judiciaire. Donc là, le plan local n'a absolument pas autorité pour intervenir ni poursuivre ces personnes. C'est vraiment la justice qui s'en occupe. Et on nous demande même de ne pas intervenir pour ne pas perturber les enquêtes, ne pas troubler la recherche qui est menée par le pouvoir judiciaire. Ne pas agir trop vite finalement. Pardon ? Ne pas agir trop vite pour ne pas Non, c'est ça, et ne pas interférer, donc on n'intervient pas. Et puis il y a évidemment le climat général, l'ambiance générale. Je suis effectivement d'accord avec vous. Il faut qu'on puisse avoir plus de moyens pour la prévention. Donc nous avons sur le terrain à Bruxelles le Bravo, qui est un outil de prévention qui travaille vraiment bien dans les quartiers. Moi, je plaide aussi pour une police de proximité qui ait aussi les moyens d'observer les phénomènes. Je pense que, et là, il faut arrêter, je pense, parfois les tensions qu'il peut y avoir entre sociaux et police. Je pense que sur des sujets comme ceux-là, il faut travailler ensemble parce que c'est l'intérêt collectif, c'est l'intérêt commun. Il s'agit de protéger la population, il s'agit de protéger certains contre eux-mêmes, contre des tentations, des manipulations de recruteurs, etc. Et donc, oui, je pense qu'il faut accentuer les moyens en matière de prévention. Alors, Didier Leroy, je me tourne vers vous, puisqu'on sait donc qu'il y a encore des Belges qui sont présents sur le territoire syrien. On a reçu il y a quelques semaines une maman d'un enfant mort en Syrie qui expliquait que parfois certains voulaient rentrer. Ça se passe comment sur le territoire syrien aujourd'hui? C'est très très dur, il y a des enfants qui veulent éventuellement revenir pour commettre des actes, d'autres qui sont coincés là-bas, on en sait un peu plus? On a absolument tous les types de profils envisageables, donc on ne peut pas parler d'un type de trajectoire. En tout cas, pour l'instant, les frappes de la coalition et l'appui que la coalition donne à ses alliés sur le terrain font en sorte que le phénomène Daesh, qui est initialement irakien, est de plus en plus une réalité de la vallée de l'Euphrate, donc du territoire syrien. On a donc évidemment, dans le contexte de la prise en étau de Raqqa,
qui sera donc l'après Mossoul, probablement de plus en plus de tentatives d'essayer de fuir la vallée de l'Euphrate vers le nord, vers la frontière. Ça va limiter la possibilité de retour. Il y a des gens qui vont se retrouver définitivement coincés là-bas et qui n'auront pas la possibilité de venir commettre des actes terroristes ici. Pour une certaine partie de ces personnes, c'est une réalité on ne peut plus certaine. Maintenant, il y aura toujours moyen, via, de trouver des moyens de s'exfiltrer, mais avec beaucoup de difficultés sans doute. Georges Dalman, sur cette question. Oui, je reviens de la périphérie de Mossoul où j'ai passé quelques jours. Notamment, j'ai été voir l'hôpital de Médecins sans frontières à Hamam-la-Lille, qui est à la banlieue sud de Mossoul. J'ai pu discuter également avec nos forces belges là-bas en Irak, avec les Peshmerga, avec l'armée irakienne. Une chose est sûre, c'est que ni l'armée irakienne ni les Peshmerga ne font de prisonniers. Donc ils ont clairement pour instruction de leurs supérieurs de ne pas faire de prisonniers, notamment de la part des FTF étrangers. Ce qui n'empêche pas effectivement toute une série de FTF d'essayer, donc de terroristes belges, d'essayer de revenir en Belgique. Donc, nous savons qu'il y en a 6 qui sont revenus récemment. Il y a des familles qui essayent de revenir. Donc cela continue à être une menace effectivement, même si de plus en plus, on le sait, ce sont des personnes qui sont ici en Belgique. Alors par rapport à ces 80 prédicateurs de la haine, c'est une information qui vient de tomber puisqu'on l'a appris samedi, hier. Je pense que c'est un problème extrêmement grave de savoir qu'il y a en Belgique 80 personnes qui effectivement sont en train de manipuler les consciences, d'essayer de radicaliser des jeunes, des personnes. Je crois qu'il faudra vérifier rapidement si une série de ces personnes qui n'ont pas la nationalité belge ne doivent pas quitter rapidement notre territoire et si d'autres ne peuvent pas être suivis pénalement rapidement parce qu'effectivement, je crois que ce à quoi nous sommes confrontés durablement en Belgique, c'est effectivement la radicalisation, le salafisme, le wahhabisme et le rôle de puissances étrangères qui viennent aujourd'hui cliver la population, qui viennent l'instrumentaliser et qui viennent effectivement semer la haine et peut-être certains attentats futurs. Donc c'est un problème extrêmement grave. Gilles Van den Burg, je vais vous demander votre avis sur cette question, mais en relayant d'abord sur Facebook, via Facebook, le message de Christophe. Je travaille avec des jeunes et je peux dire qu'il y a bien plus que 20 personnes, les 20 que l'on cite. J'en ai déjà côtoyé 3 dans le cadre de mon travail. Ce ne sont pas des jeunes désœuvrés ni des idiots. Ce sont des jeunes qui sont dégoûtés de notre société. Bon, ils ne font sans doute pas partie, je tiens à rassurer aussi les téléspectateurs, de gens qui sont sous surveillance, mais c'est vrai qu'on a parfois l'impression qu'ils sont plus nombreux qu'on ne le pense parce que l'idéologie terroriste a fait son chemin dans certains cerveaux, peut-être de gens qui ne sont pas prêts à agir. Est-ce que finalement, il faut être plus inquiet que ce qu'on l'est encore aujourd'hui en matière de chiffres? Mais de nouveau, je pense qu'il y a vraiment une priorité en termes de réinvestissement. Aujourd'hui, d'investir massivement, on l'a dit, dans la prévention, mais ça passe évidemment par donner à tous ces jeunes dont on parle en fonction des quartiers, en fonction de ce qui se fait déjà sur le terrain, mais aussi des possibilités d'émancipation, de se retrouver, de se construire une vie ici, je dirais chez nous, que ce soit en Belgique, que ce soit ailleurs dans les pays d'Europe occidentale. Je pense que ça, c'est fondamental. Je voulais aussi rebondir sur le point de la police de proximité, la police locale, qui est aussi un point qu'on essaie de pousser un maximum, parce qu'on sait bien que là aussi, il y a eu un désinvestissement massif pendant des années. Nous-mêmes, on pense que c'est dans la dernière décennie, jusqu'aux attentats de Paris, où là, effectivement, le gouvernement fédéral a réagi en remettant davantage de moyens dans la police, en général locale, fédérale. Mais avant cela, pendant 10 ans, on a systématiquement désinvesti. Nous devons aujourd'hui prendre le taureau par les cornes et réinvestir dans nos instruments publics efficaces. Parce qu'on sait que la police de proximité joue un rôle fondamental. On a d'ailleurs encore vu hier, alors je ne sais pas quel type de police c'était, mais l'intervention des policiers a été tout à fait majeure hier soir. Elle a empêché probablement d'autres blessés, voire d'autres morts. Et donc, c'est vraiment la priorité également. Investissons dans notre police et en priorité, la police locale de proximité qui connaît les quartiers, qui connaît les groupes, qui connaît les jeunes et qui peut évidemment relayer quand ils voient bien des choses qui les interpellent. Et de nouveau, ils connaissent les quartiers et ça, c'est fondamental. Nouveau message sur Facebook de Dominique qui nous dit Daesh n'existe plus en tant qu'armée, mais seulement en tant qu'idéologie. Il est 12h46. Je vous rappelle que nous avons modifié nos programmes pour organiser un débat sur ce qui s'est passé à Londres et essayer de l'élargir à la problématique plus large de la surveillance contre les terroristes ou candidats terroristes. Justine, peut-être un petit rappel avant de prolonger ce débat, ce que l'on sait sur ce qui s'est passé la nuit dernière à Londres.
Donc 3 assaillants étaient à bord d'une camionnette blanche. Ils ont fauché des passants sur le pont de Londres avant de poursuivre à pied. Et cette fois, armés de couteaux de cuisine, ils ont poignardé au hasard des personnes qui se trouvaient dans des restaurants et dans des bars. On était évidemment un samedi soir dans un quartier assez fréquenté à ce moment-là. Il y avait beaucoup de monde. Ils portaient également de faux gilets explosifs bien visibles. Ils ont tous les 3 été abattus par la police. Selon les témoins, ils criaient au moment de poignarder les gens « c'est pour Allah », je cite. La police estime qu'il n'y a pas d'auteur en fuite, d'auteur directement lié à l'attaque. Ils pensent avoir abattu les 3 assaillants responsables de l'attentat. Malgré ça, ils cherchent d'éventuels complices. On apprend que des perquisitions ont démarré dans certains quartiers de Londres. La priorité, bien sûr, des enquêteurs, c'est d'identifier les 3 auteurs, de retracer leur parcours et de comprendre, bien sûr, leur motivation. Yvan Mayer, lorsque ce genre d'événement se passe dans une capitale, est-ce que vous, en tant que bourgmestre d'une autre capitale, vous allez, sans trahir de secret, vous allez entrer en contact avec les autorités londoniennes? Il y a des échanges d'informations qui peuvent démarrer maintenant? Oui, nous sommes en lien. Donc j'ai d'ailleurs reçu, peu après les attentats, j'ai reçu Sadiq Khan à Bruxelles. Nous échangeons aussi sur la manière dont les choses se passent, parce qu'elles ne se passent pas du tout de la même façon, par exemple à Londres, à Paris et à Bruxelles, notamment en termes d'information des autorités locales. À Londres et à Paris, les autorités locales sont bien plus associées à l'enquête, en tout cas pour ce qui concerne ce qui se passe dans la ville, à la manière de prendre en charge et de prendre des dispositions dans la ville que nous le sommes à Bruxelles. À Bruxelles, ça a été extrêmement difficile, je l'ai dit à plusieurs reprises. L'information n'a pas circulé vers les autorités locales, on a plutôt été tenu à l'écart. Et je pense que c'est une grossière erreur. Quand je vois la manière dont les choses se passent à Londres et à Paris, la relation est tout autre. Et je pense que c'est dans l'intérêt des gens. Nous connaissons nos villes, nous connaissons nos quartiers, nous savons qui intervient, qui peut donner des informations, etc. C'est évidemment une manière, encore une fois, chez nous, un peu absurde de séparer les choses au lieu d'englober l'ensemble des acteurs. Voilà, donc moi, j'ai transmis d'ailleurs au gouvernement belge la manière dont les choses se passaient à Londres, parce que Sadiq Khan, le maire de Londres, m'avait donné le modus operandi qui est beaucoup plus intéressant. Le lendemain de du premier attentat de Londres, on l'a vu côte à côte avec Theresa May s'adresser d'une même voix au peuple londonien, alors que l'un est de gauche et l'autre est de droite. Je veux dire, dans ces moments-là, on dépasse les clivages, évidemment, ce n'est pas le cas chez nous. Je vais me faire le relais de 2 grandes questions qui nous sont posées via Facebook, c'est aussi pour ça qu'on est là. La toute première, elle concerne la question des vidéos de propagande qui continuent de se propager régulièrement sur Internet et qui représenteraient un vrai danger. Peut-on les limiter? Deuxième question, toujours à propos de limitation, peut-on empêcher le retour de ces Belges qui se trouvent sur place et dont on sait qu'ils auront peut-être envie de revenir un jour? Qui peut répondre à cette question? Georges Allemagne, peut-être? Oui. Sur la première question, il est clair que la bataille va se situer beaucoup sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'avenir. On doit véritablement là passer d'une époque à l'autre. J'entends par exemple que le MI6, donc les services de renseignement extérieur anglais, vont engager 1000 personnes rien que pour travailler sur les réseaux sociaux, sur Internet et pour bloquer la propagande de Daesh et faire du contre-terrorisme en quelque sorte sur les réseaux sociaux. C'est un enjeu gigantesque, c'est un enjeu sur lequel on n'est pas encore très équipé en Belgique et c'est un euphémisme, mais je pense que c'est certainement un domaine dans lequel il faudra investir massivement pour l'avenir. Sur la deuxième question, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des terroristes n'ont pas la possibilité de rentrer. Et clairement, les Irakiens et les Peshmerga nous ont dit que leurs instructions étaient de les tuer sur place, pour dire les choses platement. Mais certains, effectivement, cherchent à rentrer. Quelques-uns sont rentrés. Et je pense qu'il y a aujourd'hui un dispositif. Nous n'en connaissons pas les détails et c'est normal. Mais il y a un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement belge pour accueillir ces gens-là, pour les réceptionner et pour pouvoir effectivement les suivre de près, éventuellement les mettre en prison et les suivre sur le plan judiciaire. Gilles Van den Burg et puis Didier Leroy sur ces 2 questions très précises. Oui, moi je voulais effectivement rajouter aussi par rapport aux réseaux sociaux, à Internet, parce qu'on sait que c'est clé. Dans les auditions qu'on a eues en commission d'enquête, c'est le vecteur numéro 1 de radicalisation aujourd'hui via les vidéos, etc. Je pense qu'il va falloir prendre de nouveau le taureau par les cornes pour pouvoir limiter au maximum tous les messages de haine, et certainement les messages ça c'est clair, mais aussi développer un contre-discours. C'est aussi important de pouvoir nous-mêmes développer un contre-discours. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est démonter en fait le discours de Daesh envers les jeunes dans les pays occidentaux. C'est aussi montrer qu'un autre islam existe, un islam ouvert, un islam progressiste, un islam tolérant qui existe aujourd'hui.
de pédagogie, c'est de l'éducation. C'est fondamental. Tous les islamologues qu'on a reçus en commission d'enquête ont pointé le doigt là-dessus. Aujourd'hui, on en fait beaucoup trop peu à ce niveau-là. Et donc là aussi, on doit pouvoir mettre le paquet parce qu'il faut démonter cette idéologie de haine et c'est une priorité. Didier Leroy, sur ces deux questions, les vidéos et les retours. Par rapport à la propagande online, on est à une époque où fatalement on ne va pas enrayer la viralité de ce genre de vidéos. À ma connaissance, les initiatives qui ont le plus porté leurs fruits, probablement les seules qui portent certains fruits en fait, sont celles qui mettent en scène d'anciens membres de Daesh qui ont fait défection. À ma connaissance, il y a un centre américain qui a véritablement eu des résultats à ce niveau-là jusqu'à présent. Par rapport au retour des foreign fighters, je pense que la Belgique se trouve quelque part dans un juste milieu et adopte une approche casuistique, de cas par cas. On n'est pas dans l'extrême français où tous les returnees terminent devant un juge et en prison. On n'est pas dans l'autre extrême danois où tout le monde est pris par la main et emmené devant un assistant social. On est ici dans un cas de figure, je pense, où on mène des investigations précises sur chaque individu concerné et on adopte ensuite une réponse appropriée. Mais on craint qu'il y ait de nouveau quand même, par un canal ou un autre, des retours massifs, peut-être pas spécifiquement sur la Belgique, mais sur l'ensemble des pays européens. Oui, ce sera inévitable à mon sens. Ouais. À quelle échelle? On a une idée d'un nombre? On n'a pas d'échelle à ma connaissance. Plusieurs messages évidemment qui continuent de nous arriver via Facebook. Les gens ne comprennent pas. Anne-Marie, c'est son cas, nous dit qu'elle ne comprend absolument pas comment autant de haine peut déferler. Inquiétude aussi, nous dit Valimi, parce qu'un jour ou l'autre ça arrivera près de chez moi, je me sens plus en sécurité. J'ai peur de ne plus revoir mes enfants quand ils me disent qu'ils vont quelque part. Une certaine joie de vivre s'est envolée. On répète aussi qu'on a reçu énormément de messages qui disent de manière très très positive il faut continuer à vivre, ne pas se replier sur nous-mêmes. Rappelons qu'on n'a pas voulu organiser ce débat pour faire peur, mais pour essayer d'éclairer les gens sur ce qu'est la situation. Il fallait le faire vite et dans l'urgence. Et merci à vous dès lors d'y avoir participé. Justine, j'imagine qu'on vous retrouve dans le journal télévisé de 13h pour faire le point sur tout cela. Édition spéciale du journal télévisé et tous les médias de la RTBF restent bien évidemment mobilisés pour faire le point sur cette nouvelle attaque terroriste à Londres. Merci à tous les 5 en tout cas d'avoir été là ce matin et d'avoir expliqué les choses calmement et sans trop passionner les débats. Merci à vous de nous avoir suivis. Petit coup d'œil sur la une de Moustique où il sera question des destinations qui pourraient encore représenter un danger l'été prochain. Le hasard des programmations est ce qu'il est. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. Merci de nous avoir suivis en télé, en radio ou via le Facebook Live. On va se quitter comme toutes les semaines pour ne pas changer avec la citation de la semaine. Une attaque terroriste contre un pays, c'est une attaque contre l'humanité tout entière. C'est de Kofi Annan et ça date de 2001. Je vous souhaite un très bon dimanche.